The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The lone wolf, who you thought was a good collaborator because you didn't have the right candidate insights. But once you hired them, it was all hoarding info, declining meetings, and howling at the full moon? But LinkedIn Hiring Pro can go deeper than just the resume to find you a perfect fit by using insights from the LinkedIn network to give you a short list of best fit candidates. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. Bonjour, bonsoir, moi c'est Léné, je suis accompagnée de ma très chère Mdaya pour un nouvel épisode du Thé Noir Podcast. Voilà, vous connaissez The Drill, on va pas vous expliquer ce qui se passe ici. Aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on a reçue sur Not Gonna Lie et on va répondre en tant que grande sœur. Bonne écoute! Hello Mandaya, comment ça va? Ça va, on est là, on n'est pas là, on est là. Il fait beau, j'ai mon petit café. Très bien. Je boycotte la Coupe du Monde, mais j'ai vu les tenues des léopards, je suis contente. Voilà. Pourquoi tu boycottes la Coupe du Monde? Parce que c'est aux États-Unis? Ouais, États-Unis d'Amérique, non. États-Unis, mais bon. Non, parce que je me dis vraiment, le concept des gens qui disent « the show must go on », il y a des moments, en fait, le show, il doit s'arrêter. Genre, ça fait pas de sens pour moi, en fait, mais bon, ce n'est que mon humble opinion. Mais j'ai vu les vidéos des léopards arriver, j'ai déjà prédit 2027, tous les Congolais qui vont se marier vont s'habiller comme ça. Je pense que c'est une très bonne production, sans trop de risques. Tous les voir avec la peau de bête sur l'épaule, là, on va plus respirer. Oh mon Dieu. Ouais, voilà, ça va bien. Et toi? Écoute, moi ça va aussi. Pareil, la tenue des léopards m'a mis en émotion. Et moi, je veux le sac là. Qui a fait le sac? Je sais plus comment s'appelle le designer. Attends. J'étais en train de me dire c'est Telfar? Non, c'est pas Telfar. Non, c'est pas Telfar. C'est un truc. Jérémy Hack. Attends. Je cherche vite fait sur Internet. Tenue léopard. RDC Coupe du Monde. Mais non, c'est pas truc. Alvin Junior Mac. C'est lui qui a fait. Qui est un designer congolais qui a créé les tenues des Congolais. Okay, thank you to you, brother. Thank you, they're great. Et voilà. Non, moi, je vais supporter le Congo quand même. Je vais supporter le Congo. J'ai mes maillots, tout ça. Donc, je vais quand même regarder les matchs. J'aime bien le foot. J'aime bien l'énergie qu'apporte la Coupe du Monde. Ou, tu vois, toutes les compétitions un peu internationales. Ça apporte et ça soulève certains points parce que finalement, c'est pas juste du sport. Il y a toujours des enjeux politiques, notamment là il y a le meilleur arbitre africain qui n'a pas pu voyager parce qu'ils lui ont refusé son visa. Pourtant, en fait, ce qui est très drôle, pour parler rapidement de tous les enjeux qu'il y a derrière la Coupe du Monde avant d'aller dans le vif du sujet, c'est que la FIFA, normalement, est censée donner tout le nécessaire pour que les gens obtiennent les visas. Ils sont censés prévenir les pays hôtes, etc., etc. Sauf que le mec de la FIFA est un proche de Donald Trump. Et quand il y a eu plusieurs sujets comme ça, parce qu'il y a même un photographe irakien ou iranien qui n'a pas eu son visa pour venir faire les photos officielles, etc., et dont c'est le métier, et, enfin voilà quoi, c'est des gens dont c'est le travail et qui font toutes les compétitions internationales. Le mec de la FIFA a dit un truc du genre oh non, nous n'interférons pas dans les politiques migratoires de chaque pays, machin, alors que tu vois, tu le vois sur des vidéos faire des sourires à Trump, faire plein de choses avec Trump. Et tu te dis, c'est pas interférer, c'est juste que vous avez une façon de travailler. Si on a besoin d'avoir la personne A, la personne B, la personne C pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, parce que cet arbitre qui n'a pas pu
qui n'a pas pu venir pour travailler, il faut le remplacer en fait. Après, il y a eu tous les débats polémiques sur la cérémonie d'ouverture, parce qu'au moment où on enregistre cet épisode, la Coupe du Monde a commencé déjà, où on dit Shakira n'est pas Shakira. Apparemment, c'est un clone de Shakira qui a fait... non, mais pour vous dire à quel point c'est... Non, mais je trouve ça trop intéressant parce que j'ai vu la tête de Shakira et je me suis dit, en effet, elle a changé, mais je pense que c'est la chirurgie, quoi. Chirurgie esthétique gone wrong. Elle a changé. Écoute, c'est un sujet parce que les gens disent qu'elle portait une perruque, qu'elle avait des lunettes de soleil, à côté de ces danseuses, Shakira qui est toute petite, ou alors elle a casté que des danseuses qui font sa taille, mais il y avait un sujet parce qu'on dit non, mais elle a l'air plus grande que toutes ces danseuses. En tout cas, en France, Madame Figaro en a fait un sujet. Pour vous dire que l'ampleur du truc, c'était pas un truc juste de bloc, quoi. Ça commence à faire un peu n'importe quoi. Et l'autre événement sportif qu'il y a en ce moment, c'est les NBA Finals. Les Knicks contre les New York Knicks contre les San Antonio Spurs. Choc. Et donc, Jordan Wood a la lucky bag. Ils ont gagné tout le truc. Depuis le début, ils disent Knicks in 4, Knicks in 4. Il y a une énergie particulière dans New York, etc. Et ce qui m'a fait rire, c'est que pour le troisième match, Donald Trump est venu au Madison Square Garden pour regarder le match. Donc, on n'avait pas le droit de prendre de sac. En fait, et là, l'énergie est devenue différente. Différente. Les gens, en fait, pouvaient plus enjoyer le match comme ils ont envie d'enjoyer. Et anglicisme très moche que je viens de faire, pardon. Et parce qu'il y avait une sécurité particulière parce qu'il y avait le président. Et donc, il s'est fait huer pendant l'hymne national. Et en plus de ça, les Knicks ont perdu le troisième match. Et les gens, ils ont dit, Donald, tu vois ce que t'as fait? Parce que Jordan Woods vient tout le temps avec son sac, on gagne, parce qu'ils étaient sur un enchaînement de 13 ou 14 victoires ou 15 victoires. Enfin bref, ils n'avaient pas perdu des matchs depuis longtemps. Donald Trump vient, Jordan Woods n'a pas son sac, ils perdent. Match 4, tout redevient normal. Ils ont fait un comeback de folie. Ils n'ont jamais fait un comeback comme ça depuis je ne sais pas combien d'années. Et les gens ont dit, Donald, reste chez toi. Laisse-nous Jordan à venir avec son sac parce qu'on a besoin que les Knicks gagnent les NBA Finals. Donc c'était un peu petit billet sport terminé. Mais moi, ça va. Il fait beau. J'ai fait ma petite pédicure là pour la chaleur qui arrive. J'ai retrouvé des petites paires de sandales pour affronter cet été avec un peu de style. Et voilà, life is good again. Yeah. Quand il fait chaud, life is good again. Allons-y pour l'histoire. Yeah, c'est parti, hein. C'est parti. Alors, je sors les petits trucs. Déjà, avant de commencer, avant propos, je voulais dire un grand merci à la personne qui nous a envoyé ce message en anonyme. Il s'avère que l'application sur laquelle on reçoit nos messages en anonyme, en fait, elle était bloquée. Je ne sais pas c'est quel problème de mise à jour qu'on a eu, mais on a lu le message 1 mois après l'avoir reçu. Donc vraiment, désolée qu'on ait lu le message beaucoup plus tard. Et merci pour la confiance. Donc je commence. Coucou, je vous écris parce que j'aimerais beaucoup entendre un épisode qui parle à des filles comme moi. J'ai 22 ans, je suis étudiante et en ce moment je me sens un peu perdue. Entre les études, la pression familiale, entre parenthèses, je suis l'aînée d'une famille congolaise, et le fait de devoir être un exemple, j'essaie d'avancer mais je ne sais pas toujours où je vais. Côté relation, j'aimerais construire quelque chose de sérieux, mais je me retrouve souvent face à de l'immaturité, ce qui me décourage un peu et me fait parfois douter de moi. Et puis il y a aussi ce sentiment d'être un peu à part, de ne pas vivre les choses comme les autres filles de mon âge. Ma foi est importante pour moi, mais parfois je me demande si je ne passe pas à côté de certaines expériences. Je n'ai jamais vraiment eu cette phase où on sort beaucoup, où on profite, entre guillemets. J'ai toujours été assez cadrée et ça me questionne, même si je ne sais pas vraiment ce que ça m'apporterait. Une impression d'être en retard dans la vie par rapport à certains qui vivent plus d'expériences que soi. Et elle conclut par que ce soit des expériences sexuelles ou même juste des expériences de vie. Je pense que ça pourrait vraiment aider d'avoir un épisode pour les jeunes femmes qui sont dans cet entre-deux de la vingtaine, où chacun prend un peu des chemins différents. Études, mariage, enfants, voyage, travail, etc. Merci d'avance pour votre attention et merci pour ce que vous faites.
voilà pour le message. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ta confiance et merci beaucoup de t'être confiée. Moi, franchement, quand j'ai lu le message, la première chose que je me suis dit, c'est « Waouh, nostalgie !» Nostalgie parce que tout ce qu'elle a dit, je me disais « Oh là là, moi aussi, je me rappelle de cette époque. » Oh. Non, franchement, je pense que 85% des questionnements que je viens de lire, ça me rappelle le genre de questions que je me posais aussi autour de la vingtaine. Et j'avais même envie de dire que je trouvais que ces questionnements arrivaient assez tôt pour elle par rapport à moi, parce que j'ai l'impression que j'ai eu ces questionnements très sérieusement, hein, vraiment à un point où je me demandais, mais en fait, là, je suis à un tournant de ma vie, il faut que je change quelque chose. Je pense que j'avais 25 ans, 26 ans, pas 22. Pas 22, certainement pas. Voilà. Donc déjà, première question, tu vois, Néné, est-ce que toi aussi, tu as eu un moment comme ça dans ta vie où tu as eu beaucoup de remises en question, et est-ce que c'était autour des 22 ans aussi, ou avant ou après? Moi, je pense que je suis une personne qui me suis toujours posé beaucoup de questions. Vraiment, je me suis toujours posé beaucoup de questions, et notamment parce que ma trajectoire de vie a aussi beaucoup changé. Un jour je voulais être ça, après je voulais être ci, après je voulais être ça, et comme j'avais l'impression que les gens autour de moi avaient une idée très précise de ce qu'ils voulaient faire, je me disais, c'est bizarre parce qu'à chaque opportunité qui se présente, je peux l'envisager et me dire que pourquoi je ferais pas ça, en sachant que au point de départ, je savais exactement ce que je voulais faire dans ma vie, il n'y avait pas de question, c'était ça ou le truc. Sauf que tu sors de ton bac, tu fais ta première année de fac et tu es en train de te dire, mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux ? Est-ce que je truc ? Et puis ça remet en question aussi beaucoup de tes capacités. Je pense qu'un facteur non négligeable, c'est le fait d'être l'aîné d'une famille congolaise. Je pense que là, on en a parlé en long, en large dans nos épisodes, mais le fait d'être déjà une fille dans une famille congolaise, c'est une chose. D'être l'aîné d'une famille, c'est une chose, mais quand tu mets les deux ensemble, c'est encore plus de choses. On entend beaucoup que on est la tête du train quand on est l'aîné. C'est à nous de diriger les trucs. Donc si ton petit frère, ta petite sœur fait une connerie, c'est parce que toi, t'as pas montré le bon exemple. Toi, ça retombe directement. Ça devient ta responsabilité. On a souvent dans les familles congolaises l'habitude de faire de l'aîné un mini papa ou une mini maman. Donc en fait c'est un rôle qui est un peu entre deux. Tu n'es pas l'enfant complètement, tu es un enfant à leurs yeux, mais en même temps tu es responsable de tout ce qui se passe derrière toi. Je pense que c'est normal de se poser des questions à 22 ans, comme je trouve que c'est normal de se poser des questions à tout âge, mais la chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, c'est que tu n'es en retard sur rien et tu as le droit de tout. Y a personne qui va te dire que ce que tu fais c'est pas mal, machin, etc., parce que c'est pas toi. Et même s'ils te le disent, parce qu'on sait que les gens peuvent se permettre, c'est à toi de te sentir bien et de t'y retrouver. Parce qu'on connaît tous des gens qui vont avoir des grands discours de « t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, nanana », mais quand le truc va tourner et qu'ils vont se rendre compte que ce que toi tu as décidé de faire, ça fonctionne, ils vont te dire « ah, mais c'était vraiment bien, moi j'étais toujours encouragée, j'étais toujours soutenue, mais oui, moi j'étais là depuis le début, etc., etc. » Tu vois. Je pense que ce qu'il faut essayer de faire, et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je pense, c'est de se détacher de ce truc de « on m'attend à tel niveau » et vraiment se dire « ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire ?» Et le « qu'est-ce que moi que j'ai envie de faire ?» c'est pas une réponse qui se trouve en 1 an, en 6 mois, en 2 jours. C'est une réponse qui prend le temps que ça prend. Il y a des gens qui, depuis qu'ils sont bébés, ils disent « moi je vais être pilote d'avion ». Jusqu'au jour où ils deviennent pilotes d'avion, et c'était ça vraiment la vocation. Moi j'avais un cousin, son rêve c'était de devenir conducteur de train. Quand on était petit, dès qu'on jouait, on jouait au conducteur de train, on jouait au train. Il connaissait tous les modèles de train, les technologies des trains, des machins, enfin il était obsédé par ça. Et dans sa vie c'était son but ultime. Peu importe les capacités qu'il avait à l'école, c'était je veux devenir conducteur de train. Et il est devenu conducteur de train. Il y a des gens, d'autres personnes qui te disent non, moi j'ai envie de devenir commercial. Ils deviennent commercial et puis ça leur plaît pas. Non, mais du coup j'ai envie de faire du droit. Et ils vont faire du droit, ils vont être juristes. Et puis ils te disent finalement j'ai envie d'ouvrir une boulangerie. Puis ils ouvrent une boulangerie et ça se passe très bien. Et c'est comme ça qu'ils se sentent épanouis. Je pense que dans une vie, tu peux faire autant de choses que tu as envie de faire, tant et aussi longtemps que tu y retrouves. Peut-être que dans ta vie, pendant 5 ans, tu avais envie d'être juriste. Et puis un jour, tu dis, non, je vais lancer une marque de mode. C'est ça qui me passionne.
Tu vois, il y a tellement de gens qui se... Il n'y a pas d'âge limite pour se réinventer. C'est toi et ta volonté. Et quand je dis c'est toi et ta volonté... Pardon, vas-y, je te laisse finir ta phrase. Non, mais juste quand je dis c'est toi et ta volonté, c'est-à-dire que il faut aussi se préparer au quand dira-t-on, les gens qui viennent faire des commentaires, etc. Et ça aussi, c'est un facteur non négligeable parce que tout le monde n'a pas envie de supporter le à côté, quoi. Ouais. Bah, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu as dit. En 2 minutes, là, j'ai l'impression qu'on a fait l'épisode, du coup. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on va rajouter, mais... je pensais... Non, mais on peut donner des exemples. Oui, bien sûr, on peut donner des exemples, mais je pensais surtout au fait que dans la manière, en fait, dont les choses nous sont rapportées dans ce message, j'ai l'impression que c'est pas vraiment... une idée de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai pas encore fait. C'est vraiment... Moi, j'ai l'impression que c'est plus une crise identitaire. Tu vois, qu'elle est arrivée à un tournant où elle est vraiment en train de se demander quel genre de personne elle va être, quel genre de personne elle veut être. C'est vraiment cet aspect-là. Et c'est pour ça que je voulais insister sur le fait que, comme l'a dit Néné, c'est OK de commencer avec une envie précise dans ta vie et que peut-être cette envie change parce que chaque année, tu vas changer. Là, tu as 22 ans. La personne que tu étais il y a 2 ans, elle est complètement différente. Celle que tu étais il y a 4 ans, n'en parlons pas. C'est vraiment quelqu'un de complètement différent. Donc, c'est absolument normal de se dire que, voilà, il y avait peut-être une certaine trajectoire que tu avais envie de suivre qui n'est plus forcément quelque chose qui te parle. Donc, je me dis vraiment, il faut essayer de voir la vie pour ce qu'elle est. C'est vraiment vivre des expériences. Pour moi, en fait, si tu ne te crées pas des expériences, si tu n'as pas ces moments en fait où tu testes des choses, etc., ben, ça rend la vie vraiment fade, ça rend la vie vraiment maussade. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tenter des choses. J'ai l'impression que dans beaucoup de ce qui nous a été rapporté, il y a cette idée de... Je pense qu'elle a eu le rôle pendant 22 ans de l'enfant parfait, tu vois, de l'enfant exemplaire. Parce que moi, je vois, voilà, étudiante... Il n'y a aucune notion de je galère à l'école. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu de problème par rapport à la manière de gérer sa famille. Il y a une pression familiale, mais à aucun moment elle dit ouais, j'arrive pas à gérer cette pression. Elle dit juste que oui, elle vit sous pression. Elle est étudiante, donc j'imagine que en fait c'est le genre de personne qui gère tout jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Elle se rend compte que ok, je gère toutes ces choses, etc. Mais est-ce que ça me convient à moi ? Est-ce que je ne suis pas juste en train de répondre à des demandes externes ? Est-ce que je ne suis pas juste en train de répondre à des codes sociétaux ? Et je pense que ces questions-là, elle se les pose parce qu'elle voit d'autres personnes de son âge qui ont des trajectoires complètement différentes. Donc vraiment, ce truc-là... Et c'est OK. C'est OK, tu vois. Pour moi, c'est vraiment... c'est OK tant que ça ne devient pas une sorte de jalousie ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est important... qu'elles prennent le temps de parler avec ces personnes qui ont d'autres trajectoires, justement. Parce que moi, je me rappelle qu'il y avait des moments dans ma vie où je voyais d'autres personnes vivre des choses et je me disais, purée, mais j'aimerais tellement être à sa place, mais pourquoi moi je fais ci, alors qu'elle, elle est là-bas, elle fait tel truc. Et puis vous allez vous poser, vous allez parler et tu vas te rendre compte que très souvent, et vraiment très souvent, tu parles avec tes proches et tu te rends compte que ce que toi tu as, il y a une autre personne qui le veut. Et toi, tu veux ce que la personne numéro 3, elle souhaiterait avoir. Et puis, c'est toujours comme ça, en fait. C'est très souvent comme ça où il y a ce truc où tu as l'impression qu'il y a forcément une personne qui est l'exemple ultime de tout va bien dans ma vie, etc. Et quand tu vas creuser, que vous allez discuter, tu vas te rendre compte que cette personne aussi, elle est en train de se remettre en question, que peut-être qu'elle a l'air de fonctionner mieux. Et en plus, moi, je suis sûre que notre auditrice qui nous écrit, là, c'est une personne qui est justement highly functional. Donc, on ne va pas voir qu'il se passe tout ça, toute cette tempête à l'intérieur. Et il y a sûrement quelqu'un qui te regarde et qui se dit « Putain, mais tu te rends compte, elle est aînée de famille, elle gère les petits, elle gère les relations avec les parents, elle gère ses études, elle est au top. Genre, elle gère tous les aspects de sa vie, elle n'a aucun problème. Alors qu'elle ne sait pas qu'à l'intérieur, il y a une tempête. » Oui, et puis le truc, c'est que quand tu es un high-functioning person, c'est que le truc, c'est que tu oublies de vivre pour toi. Je pense que ces questionnements-là, elle l'a à ses 22 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle a tellement fonctionné en haute performance toute sa vie qu'il y a des moments où elle s'est oubliée.
elle s'est complètement oubliée. Elle s'est dit, ok, maintenant, moi, qu'est-ce que je fais pour moi? C'est même Qu'est-ce presque que moi, autopilote. Ouais. Oui, c'est ça. Elle était en autopilote. Et maintenant que on va dire, elle peut se permettre de plus être en autopilote parce que, on va dire que ses petits frères et sœurs sont assez grands pour se gérer. Bah, du coup, qu'est-ce que moi, j'aime faire? Et je voudrais revenir sur un truc où tu disais que parfois, t'envies les autres ou quoi que ce soit, mais parfois, toi aussi, t'as pas envie de faire certaines choses. Tu vois, il y a des gens qui sont passionnés par le sport, par l'art, par des trucs, et juste toi, il n'y a rien qui t'intéresse à ce point où tu as envie de tout faire. Et donc là aussi, c'est un moment où tu te poses des questions en me disant, mais est-ce que moi, je suis pas normale? Parce que je vois tous ces jeunes de mon âge qui vont faire des voyages en sac à dos, ou qui voyagent partout, qui ont 1000 activités, qui ont des groupes de potes énormes, machin. Et moi, j'ai pas tout ça. Surtout qu'on est biberonné au fait que, normalement, en tant qu'être humain, tu es censé avoir ton groupe de potes où tout le monde se connaît. Et puis, on ramène les pièces rapportées, on est tous proches et on se voit tout le temps et on fait tout le temps plein de choses ensemble, etc. C'est parfois vrai, mais parfois, c'est pas vrai du tout parce que tu as des groupes de potes, tu as tes potes que tu connais du boulot, tu as tes potes que tu connais de la fac, tu as tes potes que tu connais de ton enfance, etc. Et parfois, c'est pas le même groupe de personnes. Il suffit que tu aies déménagé une fois dans ta vie, c'est plus les mêmes groupes de personnes. Absolument. Moi, le conseil que je lui donnerais, c'est de se poser et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'essayer que je n'ai pas essayé? Et dans tout ça, il ne faut pas oublier de ne pas se mettre en danger. Ouais. C'est ça le plus important, c'est de se dire, toutes les expériences qu'on peut vivre, essayons de les vivre sans se mettre en danger. Tu vois, moi j'ai une copine qui adore avoir la localisation de ses potes. Elle me tanne avec ça. Elle me dit, écoute, il faut que tu me partages ta localisation, machin. Je lui dis, non, mais c'est pour me fliquer et tout. Elle me dit, non, en fait, c'est pas ça. C'est que, elle dit, tu sais, il peut se passer n'importe quoi dans ce monde. Tu vas me dire, ah ben je vais aller à tel endroit, et puis il se passe un truc, et puis machin. Elle dit, il y a un côté un petit peu rassurant. Et le monde est devenu tellement anxiogène que je la comprends, tu vois. Et j'ai vu un TikTok d'une fille qui disait, le soir, quand je vais me coucher dans mon lit, je m'assure que tous mes petits piou-piou, ils sont bien rentrés chez eux. Et elle regardait la localisation de ses potes en disant, ouais, c'est bon, elle est à la maison, tout va bien, tout va bien. Mais ce que je trouvais presque intrusif au début, maintenant je me dis, je comprends, vu le monde dans lequel on vit. Maintenant que j'ai mon enfant, je me dis, au début je jugeais les gens. Et je vais faire mon coming out ici. Les gens qui disent AirTag, tout ça. Dans mon enfant. Ouais. Et moi, je vois le monde et je me dis, elle va avoir des AirTags dans ses cheveux, dans ses chaussures, dans son sac à dos. T'aimes bien des petites couettes ou des petites couettes AirTags? Elles sont mignonnes, ces couettes. Parce que vraiment, ce qu'est le monde, on n'est pas prête. On n'est vraiment pas prête. En fait, je me dis, soit nos parents étaient hyper insouciants et ils nous laissaient faire beaucoup trop de choses en tant qu'enfants, ou alors le monde a complètement vrillé. Je pense que le monde a complètement vrillé. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont vrillé, mais il y a aussi un point sur lequel auquel tu viens de me faire penser, c'est que il y a un élément qui nous échappe par rapport à ce qu'elle nous dit, c'est que nous, on a eu 22 ans à une autre époque. Et elle a 22 ans, là, en 2026. Et franchement, je sais que c'est pas le même âge, mais tu vois, j'ai ma nièce qui a 19 ans. Des fois, elle me parle de certaines choses. Quand j'entends l'anxiété qu'elle a par rapport à l'avenir, je me dis, nous, on n'avait pas ça, tu vois. Nous, on n'avait pas ça. Et c'est vraiment un paramètre que je peux pas négliger, qu'on aura beau essayer d'avoir de l'empathie, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on comprendra jamais. La manière dont cette génération est exposée aux pires vices qu'il puisse avoir dans ce monde, avant même d'être sorti du système scolaire, je trouve que ça a quand même un effet, ça doit avoir un effet qui est quand même assez violent sur ta manière d'appréhender le futur, ta manière de te construire et d'imaginer qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Moi, je me rappelle que quand j'étais au lycée, parce que c'était au lycée que les profs commençaient à insister vraiment sur l'idée de qu'est-ce que vous avez envie de faire dans vos vies plus tard, où je trouvais que nos enseignants, ils étaient très optimistes en fait par rapport au futur. Il y avait vraiment ce truc de ouf, quoi. Voilà, il y a des nouveaux métiers qui se créent, etc. Mais c'était vraiment une idée les nouveaux métiers qui se créent, c'est des métiers intéressants, c'est des métiers qui vont un peu révolutionner notre manière de fonctionner. Alors que là, on est vraiment sur un truc où on dit aux élèves,
oui, il y a des nouveaux métiers qui se créent, etc. Ça va être un peu révolutionnaire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont disparaître. Et qui vont disparaître. Il y a beaucoup de choses qui deviennent de plus en plus instables. On ne sait pas ce que la démocratie sera dans 10 ans. Vite. Ça va de plus en plus vite. Voilà. Donc vraiment, je me dis, pour un cerveau qui est encore en développement, et je veux vraiment pas faire la meuf qui insiste sur ce truc, parce que j'en ai marre que les gens ils disent ça. J'en ai marre que les gens ils parlent du lobe frontal. On sait pas ce que c'est, on savait pas ce que c'est. On n'a pas fait médecine, on n'a pas fait truc, bref. Mais je me dis juste pour une personne qui est encore en développement, qui est encore en train de se créer, qui est encore dans les études, donc qui est encore dans des années formatrices, c'est très très difficile de se projeter, et c'est très difficile d'avoir... En fait, pour moi, c'est quasi impossible de se dire, j'ai l'impression que ma vie, elle est toute tracée, je sais ce que je vais faire, je suis bien dans mes baskets. Je penserais même que ce serait delusional de penser comme ça. Donc j'ai envie de dire que celle qui nous écrit, elle est plus ou moins bien située. Je pense qu'elle a la tête sur les épaules. Parce que c'est réaliste, en fait, ce qu'elle nous dit. C'est très réaliste, tu vois. C'est pas... j'ai pas l'impression qu'on a reçu des questions du style comment je fais pour devenir astronome. J'ai commencé à poser des questions à ChatGPT, je sais pas trop, machin. Tu vois, c'est des questions vraiment simples sur sa construction identitaire. Donc déjà, là, j'ai envie de dire que, à mon sens, t'as la tête sur les épaules, et je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. Et j'insisterai aussi sur le fait qu'il y a un autre point que j'ai noté sur cette génération, c'est que je trouve que il y a cet aspect d'être très solitaire qui est beaucoup mis en avant, qui est limite glamourisé, et j'aime pas trop ça en fait. Parce que je me dis qu'il y a un temps pour tout. Autant moi j'aime bien avoir des moments où je suis seule chez moi, etc. Mais je me dis vraiment qu'il y a un temps pour tout. Il y a certaines années, il y a cette décennie là, de la vingtaine, pour moi c'est une décennie où vraiment tu t'apprends, en fait, tu découvres ce que c'est d'avoir certains types de relations. Moi je sais que dans ma vingtaine, il y a des relations qui se sont renforcées, où j'ai compris que cette personne-là va faire partie de ma vie jusqu'à la mort. Il y a des personnes, tu comprends que voilà, il y a des personnes en fait qui te permettent d'apprendre qui tu es. Et si on enlève cet élément d'avoir beaucoup de connexions différentes, beaucoup de connexions sociales qui sont en dehors de juste le cadre du travail, juste le cadre des études ou juste le cadre de la famille, c'est trop important en fait pour façonner ton identité. Et je veux vraiment insister sur le fait que façonner son identité, ça se fait pas en étant sur les réseaux, en regardant des trends où on va dire voilà, la trend du moment c'est être pilate girly, etc. C'est pas une identité, ça c'est vraiment des trucs à part, c'est des hobbies, etc. Ton identité, tu la forges à force de passer du temps avec les gens, et c'est comme ça que tu vas forger aussi tes valeurs. Quand tu vas passer du temps avec certaines personnes qui vont faire des choses qui vont te mettre mal à l'aise, et tu vas te dire en fait là j'ai compris que moi j'aimais pas ça donc ça c'est terminé. Et c'est comme ça que tu vas arrêter de comparer les expériences d'autres personnes et de te dire peut-être que moi je vis pas assez, etc. Parce que je sais qu'il y avait une période où c'était une blague, genre avec des potes, on se rendait compte que tous les samedis on était en boîte de nuit. On se disait mais on dirait c'est notre métier les meufs, tous les samedis on est en boîte de nuit. Et je me rappelle, en fait c'est vraiment le truc où je parlais avec mes grandes sœurs, parce que là je dirais la chance que j'ai eue, c'est que toutes les phases que j'ai vécues, je les ai vues en teaser chez mes sœurs. Et mes sœurs, elles ont eu cette période aussi, elles allaient tout le temps en soirée, elles étaient tout le temps en mode ouais, là on va à tel endroit, ça va être trop bien. Et quand moi je commençais à aller en soirée, mes sœurs, elles me regardaient genre tu vas en boîte, c'est nul. Et je me disais mais vous êtes sérieuse? Et elle me disait on en reparle dans 5 ans, t'inquiète. Et à chaque fois je rigolais, je me disais, dans ma tête c'était impossible, je disais je comprends pas ce que tu dis, moi quand je vais en soirée je suis trop bien, je danse, je sue, ça me fait du bien, je rencontre des gens, je m'amuse et tout. Comment ça, je vais jamais me lasser de ça? Je pense que ça a même pas duré 2 ans, vraiment, à tout casser. Je pense que j'ai vraiment fait 2 années intenses où j'allais en soirée, j'allais à des fêtes tout le temps, et après j'avais plus envie. Et c'était vraiment ce truc où je voyais d'autres personnes le faire, et j'avais pas cette sensation de manque ou de me dire purée, je suis en train de rater des trucs, oh là là, les gens ils s'amusent. Je me disais écoute, tu vois, j'ai vu, j'ai fait, ça m'a amusé et tout pendant un temps, ça m'amuse plus quoi. Puis c'est tout. Et c'est pour ça que je me dis en fait, il faut vraiment tenter des trucs, comme tu as dit, il faut rester en sécurité, mais il faut tenter des choses en fait pour savoir si ça te plaît ou pas. Oui, c'est ça. En fait, tout l'enjeu de grandir, et je pense pour moi, c'est la façon dont je vois la vie, tout l'enjeu de ce qu'est cette vie, c'est de vivre le plus d'expériences possible dans le temps qui nous est imparti.
Je détesterais quitter ce monde en me disant oh, j'aurais aimé faire ça. J'aurais aimé, j'ai toujours rêvé d'eux et puis finalement je ne l'ai jamais fait. Parce que le temps passe extrêmement vite. Et on a toujours l'impression qu'on a le temps de faire plein de choses. Mais si tu n'utilises pas ta jeunesse pour être un peu insouciant, pour vivre, et je n'encourage pas le fait de vivre paye par paye, mais tu sais, à un moment donné, si tu peux pas prendre des décisions un petit peu folles en te disant, bon, de toute façon, ça va revenir, je vais trouver le moyen, je vais faire ceci, cela, parce que cette expérience, je l'aurai pas dans ma vie, tu vois. Par exemple, c'est des choses bêtes, mais le nombre d'artistes que tu te dis, ah bah je vais aller le voir en concert, et puis t'y vas pas, tu dis, bah de toute façon, il va forcément faire un truc, etc. Il y aura toujours quelque chose. J'ai l'exemple tout à fait bête, tu vois, de Céline Dion. Tu dis tout le temps, bah c'est bon, on a le temps. Et puis après, elle est malade. T'es pas sûr qu'elle va monter sur scène. Et tu te dis, bah en fait, j'avais l'opportunité d'aller la voir pendant toutes ces années. Et j'y suis pas allée. Peut-être que ça arrivera plus jamais, franchement. Peut-être que ça n'arrivera plus jamais, tu vois. C'est comme Beyoncé, même Jay-Z, là, il a annoncé un concert à... Study and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get the best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Au Stade de France en septembre. Ouais, franchement, j'ai fait... C'est quand la dernière fois qu'il est monté sur scène, à part faire des guest apparitions sur les concerts de sa femme. En fait, c'est toutes ces choses-là où tu te dis... et c'est facile à dire parce que tu te dis, bah, moi, je travaille, je peux me permettre de me payer certaines choses, c'est pas le cas de tout le monde, etc. Mais je suis convaincue que peu importe les moyens, tu peux vivre des expériences. J'ai pas toujours eu les moyens que j'ai eu maintenant, et on en parlait même récemment avec Ndaya, on disait on s'amusait beaucoup plus quand on n'avait pas d'argent, parce que ça te force à être un peu créatif. Ah oui, tu dois vraiment réfléchir à les filles, là on a un budget de 30 €, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 30 €? Attends, il me reste 10 € de machin. On est là 30 €, on a 40. mais on est 15 personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire, les filles? On se gratte la tête. Qu'est-ce qu'on crée? Mais tu vois, c'est vraiment ce truc de se dire que il faut pas imaginer avoir des moyens incroyables pour faire des grandes choses. On a la chance de vivre aussi dans une génération où, par exemple, les billets d'avion sont moins chers que ce qu'ils ont toujours été. Oui, il y a les trains, il y a les bus, il y a les machins, etc. Bah, tu te dis, quand t'es jeune, dormir dans un bus, ça va en fait. Dormir dans un bus, tu fais toute la nuit pour aller en Espagne en bus, machin, et puis après t'arrives et tout. Grave. C'est ok. Tu te dis, c'est pas grave, je vais aller dormir dans des auberges de jeunesse. Et découvrir le monde comme ça. Parce que je pense que c'est très très formateur pour l'esprit. Ouais. Lire aussi. Ça coûte rien de lire un bouquin. Ça coûte rien de regarder. On a tous YouTube. On peut tous regarder des reportages sur YouTube sur des choses qui nous intéressent plus ou moins. Et puis se laisser tenter par un sujet qui nous intéresse pas. Parce qu'avant, on n'avait pas YouTube, il n'y avait que les 6 chaînes généralistes. Et quand tes parents avaient un peu les moyens, tu avais Canal+, Canalsat. Et là, tu avais la chaîne Découverte, tu avais Ushuaïa, tu avais la chaîne Histoire. Et tout ça, c'était des bouquets. Donc, si vraiment tes parents ils étaient à l'aise, tu avais tous les bouquets de la Terre. Et puis parfois, tu avais juste les trucs films. Ça coûte rien de regarder des films étrangers. Parce que peut-être que je vais aimer le cinéma espagnol, ou peut-être que je vais plus être quelqu'un qui aime le Nollywood, quelqu'un qui aime plus le Bollywood, etc. Voilà. Parler avec des gens, ne pas se laisser limiter par le fait que, ah bah non, mais moi je parle pas anglais, donc du coup je peux pas. Ben non, en fait, les gens se débrouillent. Les gens vraiment se débrouillent. Comme
tout ça, c'est une recherche de soi. Comme tu l'as dit, tous les trucs de pilates et tout, il y a toutes les trends qu'on voit sur les réseaux. Moi, en ce moment, je vois beaucoup sur mon TikTok la trend de je vis seule et je suis la femme la plus heureuse du monde. Et ça devient un peu un truc de genre, je suis épanouie parce que je vis seule et tout. Et je trouve ça un petit peu malsain quand il y a ce genre de trend parce que t'as ce côté-là où on te dit, ah bah t'as un certain âge, t'es pas mariée, gna 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 gna, et on te casse la tête avec ça. Mais de l'autre côté, c'est un autre extrême de, bah du coup, moi j'ai pas d'amis, j'ai pas de vie, j'ai pas de machin et tout. Tu te dis, bah il y a peut-être un entre-deux avec tout ça. Bah, oui. Je comprends qu'il y a des personnes qui sont profondément solitaires et je comprends aussi que les algorithmes fonctionnent en te donnant, parce qu'une fois que tu as passé 15 secondes sur une vidéo, il doit se dire oh punaise, elle aime beaucoup ça, donc il va te nourrir. Il va te nourrir de ça. Mais en même temps, moi je me dis qu'il faut se poser les bonnes questions et l'énergie que tu as à apporter à cette histoire que c'est de découvrir la vie. Il y a des gens qui sont en full énergie toute la journée. Ils peuvent dire, bah, ce matin, je vais aller boire un verre là, ensuite, je vais aller faire une expo, ensuite, je vais retrouver mes potes pour un déjeuner, ensuite, je vais faire ci, voilà. Il y a des gens qui se nourrissent de ça, qui ont besoin d'être entourés. Il y a des gens qui ont besoin d'être peu entourés. J'avais quelqu'un qui m'avait posé la question une fois, mais moi, j'ai qu'une seule amie et je comprends pas. Bah, si c'est ton ami pour la vie, bah, c'est ok. C'est ok, ouais. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir 10, 15, 20 potes. Parce que quel est l'intérêt ? Tu vas avoir tes 10, 15, 20 potes, tu vas dire, ah ok, c'est cool, ça sonne bien, ça passe bien, mais t'arrives pas à maintenir ces relations. T'arrives pas à rester en contact difficile avec chaque personne, t'arrives pas à les voir régulièrement. Genre, quel est l'intérêt d'avoir des relations de façade comme ça ? Autant ne pas en avoir, franchement. Le truc que ma mère m'a dit récemment qui reste dans ma tête, elle me dit, tu sais, on avait un grand cercle, hein. Et moi, je me souviens que la maison a été pleine tous les week-ends, il y avait toujours un truc. Soit il y avait des gens qui venaient à la maison, soit on allait chez des gens, etc. Et elle dit, mais regarde où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Le cercle, il s'est beaucoup restreint. Parce que tu avais beaucoup de choses, en fait, on ne peut pas s'en empêcher, il y a toujours des opportunistes autour de nous. Et vous pouvez avoir des opportunistes autour de soi, ça ne veut pas dire que tu as beaucoup d'argent ou tu as beaucoup de choses à donner. Même si tu n'as qu'un tout petit truc à donner, et bah, des fois, il y a des gens qui ont les yeux là-dessus, sur le petit truc là. Oui, et puis ça peut être un truc de, ah bah, ça c'est le côté très malsain, mais ah ouais, mais tu vois, moi je la trouve moins belle que moi, donc me promener avec elle, ça va me faire paraître plus belle, donc ça va devenir ma pire pote, comme ça, partout où je vais, on remarque, tu vois, il y a ce genre de choses-là, donc l'opportuniste ne va pas chercher que le matériel, il va aussi chercher d'autres choses, tu vois. Donc, ma mère me dit, écoute, on avait un grand cercle, elle dit, mais regarde, ces dernières années, le cercle s'est restreint et c'est pas plus mal. Parce qu'entre le travail, la vie, le machin, elle a l'énergie pour le cercle qu'elle a maintenant. Parce qu'il y a des gens qui ont montré leur vrai visage. Elle dit, et je ne suis pas heureuse que ce soit restreint. Mais elle dit, mais la vie a fait que il y a des gens qui sont sortis de notre vie. J'ai été très triste, mais je ne suis pas malheureuse pour autant. Parce que ça devait être comme ça. Exactement. Donc il y a toutes ces choses où c'est normal de se poser des questions à 22 ans. Je trouve ça hyper bien que tu en parles avec des personnes qui sont un peu plus âgées que toi. Parle-en aussi avec des gens de ta génération, parce que en parlant avec certaines personnes, tu vas découvrir qu'ils ont des attentes ou des questionnements que toi tu n'as peut-être pas, ou pour lesquels tu as peut-être des raisons, donc des réponses, pardon, vous pouvez vous entraider. Mais parler avec des personnes un peu plus âgées et aussi se rassurer en se disant que c'est normal de se poser ces questions. Ça fait partie d'un développement tout à fait normal de se remettre en question. Y a des gens qui ont été médecins et qui en même temps sont DJ. Tu te dis, mais ça n'a rien à voir. Ouais, mais ok, ça fait du sens pour eux. Néné, merci. Tu viens de me rappeler une histoire, je voulais absolument en parler. Et je l'ai trouvée tellement belle. Et c'est vraiment le truc... Je pense qu'ils vont faire un film de la vie de ce mec. Est-ce que tu as entendu parler du DJ qui est japonais là? C'est un gars, je crois, il a la cinquantaine, je ne sais même plus quel âge il a. Mais en gros, c'est un monsieur qui travaillait dans la construction, il travaillait dans le bâtiment au Japon, dans une petite ville. Et en fait, on l'a diagnostiqué, il a eu une leucémie, je pense. Et en fait, quand il a eu le diagnostic, il a quitté son job le jour où il a eu le diagnostic. Il a commencé, il a fait ses chirurgies, il a fait tous ses traitements, etc. Et il s'est dit, putain, mais en fait, moi, toute ma vie, j'ai toujours été passionnée de musique. Je me suis toujours dit qu'un jour, j'aimerais tester le DJing. Et donc, il a tout plaqué. Et il s'est dit, c'est maintenant ou jamais. De toute façon, si je dois mourir demain, on s'en fout, tu vois. Il a acheté son matériel de DJ, etc. Le gars, c'est le DJ le plus connu en Asie.
C'est incroyable. Son histoire, elle est incroyable. C'est un gars, je pense que vous avez sûrement vu les vidéos passer parce que maintenant, il y a beaucoup de vidéos de DJ genre Boiler Room. Mais c'est un gars, il est toujours torse nu. Il est toujours torse nu, il est chauve comme ça. Rien. Et tu vois la grosse cicatrice de l'opération qu'il a eue au crâne, quoi. Et apparemment, en fait, après moi, c'est pas trop le genre sur lequel je suis le plus à l'aise, mais apparemment, il est excellent pour mixer l'électro. Et genre vraiment, tu vois, le truc où il s'est dit, en fait, c'est ça la vie. T'as pas envie de vivre avec des regrets. Et si on te dit demain, tu vas mourir, enfin, pas demain, mais si on te dit, je sais pas, moi, il te reste 6 mois à vivre, quel est le truc vraiment qui va te mettre dans un état, tu vas te dire, putain, j'ai rien fait, je suis trop nulle. C'est ça. Et lui, c'était DJing. Et maintenant, c'est devenu le truc sur lequel il est excellent en plus. Donc, c'est vraiment moi, c'est vraiment l'idée de... Non seulement il avait un truc qu'il avait envie de faire, mais il l'a fait, mais en plus, c'est un truc sur lequel il savait qu'il avait un potentiel de fou. Donc, ce potentiel de malade, il dormait en lui, il attendait, et il allait peut-être jamais l'exploiter. Et je sais qu'il y a un tas de gens qui sont comme ça dans leur vie. Ils ont un potentiel sur un truc précis, ils osent pas l'exploiter parce que qu'est-ce que les gens vont dire de toi, qu'est-ce que machin. Et c'est trop facile de dire aux gens, il faut te libérer des dictats, il faut te libérer de ce que les gens pensent. Mais moi, quand j'entends des histoires comme ça me rappelle, tu vois, que même si moi je parle avec des proches dans ma famille, je leur dis, je fais un podcast et ils me regardent genre, ok, d'accord. Et je me dis, au moins, je me rappelle que l'époque où j'étais posée dans ma tête et que l'idée, elle germait, je me dis, peut-être que je pourrais essayer de... Et je me dis, au moins, tu vois, au moment où il y a eu ce questionnement, t'es allé au bout du truc. Donc, faut vraiment essayer de relativiser, en fait, quand les gens te font des remarques par rapport à ce que tu fais. Tu sais, tout à l'heure, tu disais, c'est pas une mauvaise chose de temps en temps d'avoir un craquage financier. Enfin, surtout, je me dis, à 22 ans, moi, ma mère, si elle m'engueulait, elle me disait, mais comment ça, t'as dépensé tel argent, etc. T'es irresponsable. Je l'ai regardé genre, oui, je suis irresponsable. Bah oui, maman. C'est de mon âge. Je l'ai regardé vraiment genre, oui, je suis irresponsable. Enfin, je sais pas à quoi tu t'attendais. Donc, vraiment, tu sais, quand tu dis les choses à voix haute, des fois, ça fait tellement plus de sens. Tu te rends compte que c'est de la folie. Tu te dis, mais pourquoi je me mettais une pression comme ça, en fait, moi ? Moi, je suis pas ministre, je suis responsable de personne. Enfin, calmez-vous, en fait. Pourquoi je me mets cette pression ? Et je pense vraiment que quand tu vas prendre un peu du recul sur certaines situations comme ça, de ce que tes parents attendent de toi, etc., peut-être que tu vas avoir un petit fou rire. Peut-être, c'est possible. Tu vas te taper un fou rire, tu vas te dire, mais c'est des fous, en fait. Pourquoi ils me demandaient de faire ça ? Moi, je me rappelle un jour, je sais plus c'était quoi l'anecdote que ma mère, elle m'avait racontée sur une de mes grandes sœurs. Et ma mère, elle me disait ça avec fierté et tout, mais c'était vraiment un truc du style... ma sœur, elle me faisait certaines tâches ménagères et certaines tâches par rapport dans sa manière de s'occuper de nous. Et ma mère, elle me disait vraiment, voilà, je sais pas comment j'aurais fait sans elle, oh là là, c'était incroyable tout ce qu'elle faisait, etc. Et je me rappelle être rentrée chez moi, et je suis rentrée, et genre, j'ai pleuré. Je me suis dit, putain, ma sœur, à cet âge-là, elle faisait ça. C'est quand la dernière fois qu'elle a pas eu de responsabilité, qu'elle a pas eu le souci de se dire, ouais, là, tout de suite, si je fais pas ça, il va se passer tel truc. Ouais, ça sera pas fait. Ouais. Ça m'a fait tellement mal au cœur. Ça m'a fait trop mal au cœur. Et je me rappelle ce jour-là, en plus, moi, mes sœurs, dans ma famille, là, on est 5 filles. Hein. Je suis la seule qui parle d'émotion. Dès que je parle d'émotion, on me dit, oh putain, Ndaya, c'est reparti, oh là là. je dis je t'aime, elle me regarde toutes, genre, hé, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, dans ma famille, je suis cette personne. Et donc, je me rappelle, j'envoie une note vocale et tout à ma sœur, et je lui dis, franchement, je voulais te dire un grand merci parce que je pense que comme toi, t'étais tout le temps dedans, peut-être que tu te rends pas compte, mais t'as fait énormément de choses que t'avais pas besoin de faire. Genre, c'était pas ta responsabilité. Et tu vois, c'est une chose de mettre la faute sur les parents, de dire, ouais, les parents, ils auraient pas dû ceci, ils auraient pas dû cela. Mais je pense que c'est important aussi, pour ceux qui n'étaient pas les aînés, pour ceux qui étaient en dessous de son autorité, de réaliser aussi que, elle a souffert, en fait. Et je sais que moi, il y a des moments, ma sœur, elle a pas toujours été juste. Et je me dis, en fait, c'est normal, parce qu'on lui mettait une pression sur une enfant mineure
qu'elle avait pas besoin d'avoir, tu vois. Moi, je pense à des moments où elle s'est énervée, ou peut-être elle nous a tapé, ou des trucs comme ça. Et sur le moment, je me disais, voilà, c'est une folle, elle, mais c'est une folle, elle se prend pour qui? Vas-y, machin, tu vois. J'étais vraiment dans un état, je me disais, je peux pas l'avoir. Mais tu grandis et tu te rends compte qu'elle aussi, c'était une adolescente, en fait. Elle avait pas à avoir ce genre de responsabilité. Donc, faut vraiment... Donc, vraiment, quand j'entends le côté de pression familiale en tant qu'aîné, ça me fait tellement mal au cœur. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont pas ouverts à la conversation. En tant qu'aîné, tu vas te poser avec eux, tu vas leur dire, voilà, j'ai vécu ça, ça, ça. Ils vont te dire, tu t'en es bien sorti. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est littéralement ça qui sort à chaque fois. C'est donc, toujours vraiment, remettre en question leur autorité quand tu leur dis un truc. C'est genre, oui, mais du coup, qu'est-ce que moi... Je dis, mais non, mais c'est pas ça, c'est juste que je voudrais échanger avec vous parce qu'il y a des trucs, il y a des conversations que je peux avoir avec ma mère maintenant sur certains sujets où je me dis, oh, ok. Parce que, en fait, quand toi, t'es dans ton truc, c'est très difficile de mettre les choses en perspective. Mais quand tu grandis un petit peu, que tu as des discussions et tout, tu te dis, ah oui, mais en fait, à ce moment-là, elle est en train de vivre ça. Donc peut-être que, enfin, même pas peut-être, elle est en train de vivre ça, donc elle a réagi comme ça parce qu'il y avait ça, et ensuite il y a ça qui s'est ajouté, etc. etc. On en parle souvent avec Ndaya, cette vie d'adulte, c'est nul. C'est nul. Tu te réveilles en te disant, ça va être une bonne journée, et il t'arrive toujours des trucs. Et c'est rocambolesque. Franchement, c'est rocambolesque. Il y a des trucs, et même quand tu vis une vie calme, t'as pas besoin de vivre une vie de folie, de machin. Il y a toujours des trucs. Il y a des responsabilités à gauche, des responsabilités à droite. Surtout nous qui avons des familles qui ont immigré, je pense que ça ajoute une charge que d'autres personnes ne connaissent pas. T'as un bout de ta famille là, un bout de ta famille là, donc tu fais des allers-retours. Moi, dans mon cas où mes parents font beaucoup d'allers-retours et qui vivent plus leur temps au pays qu'en France, en fait, il y a tout ça. Donc, tu es toi, dans ta fratrie, avec tes parents, dans ta famille, plus la famille au sens élargi. Peu importe les relations qu'il y a, les relations qui sont bonnes, mauvaises, machin, même si tout le monde a de bonnes relations, il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc. Si c'est pas l'anniversaire de quelqu'un, c'est un autre qui est malade. Si c'est pas quelqu'un qui est malade, c'est « Ah, mais il y a un enfant qui arrive. Ah, mais c'est machin. » Il se passe toujours quelque chose qui va nécessiter ton attention, ton machin, etc. Et dans tout ça, tu peux te perdre. Surtout si tu es l'aîné qui a toujours tout fait bien. Je suppose que tu as voulu faire plaisir à tout le monde tout le temps. Et en faisant plaisir à tout le monde tout le temps, tu t'es oublié en chemin. Et tu peux t'oublier en chemin. Et c'est ça qui est très, très dangereux, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, un matin, ils se réveillent, ils se disent « Bah, ça fait 15 ans que je travaille dans la finance. Maintenant j'ai envie de, je sais pas, je veux ouvrir un restaurant de sandwich. Voilà. Et les gens vont te dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai travaillé dans la finance pendant longtemps et je veux devenir influenceur. Voilà. Mais de quoi tu me parles? Je regardais, il y a un podcast que j'ai commencé à écouter qui s'appelle 154, je pense. C'est un podcast avec deux personnes, les deux animateurs sont deux hommes nigérians. Et ils reçoivent je pense, que des gens de la communauté nigériane. Et il y a cette femme qui s'appelle Boz, qui était en train d'expliquer dans un extrait qu'elle elle était prête à signer un contrat à 8 chiffres, donc minimum 10 millions. Elle a passé tous les entretiens et là, elle était limite à la fin du truc où elle devait rencontrer les gens du comité exécutif, des boards, etc. Et la veille de l'entretien dans sa chambre d'hôtel, elle dit « Mais en fait, je le veux pas, ce job. Damn. J'en veux pas. » Et les gens autour disent « Mais c'est pas possible, elle est folle. » Les millions. Mais les millions. Voilà, tu vois. Et elle a dit « Bah non. » Et ce qu'elle disait dans cet extrait que j'ai vu, que je trouvais hyper intéressant, elle dit « Mais il faut écouter un peu le sentiment que t'as, the gut feeling. » Elle dit « Parce que c'est souvent ton futur qui te parle en te disant « C'est pas la bonne voie, c'est la bonne voie, c'est ça dont on a besoin. » Elle a absolument raison, parce que je suis sûre que maintenant, là, quand tu te poses et tu repenses à des trucs, à des problèmes qui te sont arrivés, etc., c'était quoi la sensation initiale que tu as vue quand il fallait prendre une décision? Et je suis sûre qu'il y a des moments où tu vas te rappeler, tu vas te dire « Je savais qu'il fallait pas que je fasse ce truc. » C'est trop vrai. C'est ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on me dit, en fait, c'est ton futur qui te parle et le but, c'est d'écouter son futur parce que c'est là où c'est censé te mener. Mais en écoutant, tu as dit, c'est ok de faire des erreurs. Mais là, elle a dit, c'était comme un cri. Elle a dit, c'était clair que c'était pas pour moi. Elle est partie et elle a dit, bah, parce que voilà, moi, je suis quelqu'un qui
qui arrive à faire ce dont j'ai envie et je fais parce que j'en ai envie. Et le succès vient avec et la fortune vient avec, ça c'est une chose. Mais tout le monde n'a pas envie d'avoir beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont envie d'avoir une vie simple. Tout le monde n'a pas envie de gravir les échelons. De la même façon que tout le monde n'a pas... J'aime trop entendre ce genre de récit parce que ça me conforte dans l'idée que pour beaucoup de personnes, leur religion, c'est l'argent. Franchement. Parce que la manière dont ça choque les gens, en fait, de se dire, elle a refusé des millions parce que c'était pas en accord avec ce qu'elle était. Non, mais vous vous entendez? Est-ce que vous vous entendez? Ça veut dire vraiment, ta vie, elle est régie par l'argent à un niveau, c'est un niveau où c'est un culte. Tu voues un culte à l'argent. Où... Voilà. Non, mais t'aimes l'argent jusqu'à quel point? Parce que moi, je peux te dire j'aime bien l'argent. Moi aussi, j'aime l'argent. Mais j'aime l'argent jusqu'à un point où... Pour me permettre de faire certaines choses. Tu vois, je suis pas... je veux pas juste pour avoir plus, pour montrer que j'ai plus. Non, moi, je veux de l'argent parce que ça me permet de voyager, de vivre une bonne vie, de ne pas calculer à la fin du mois, etc. Ça, c'est des choses qui, moi, me vont. Mais ce que moi, je dis est vrai, en gagnant je ne sais combien de milliers d'euros par mois, mais ça peut être vrai aussi en gagnant un SMIC. Ouais, parce ça. Que les gens ils vont se dire non j'aime ce genre de vie là et ça me va aussi, ça me permet de voyager, ça me permet de machin, mais parce que le voyage ça sera un voyage différent du mien, parce que moi peut-être que j'aime voyager autrement. Par exemple, je sais que je suis une personne qui ne voyage pas en sac à dos. Je ne peux pas faire 2 semaines de voyage juste avec un sac à dos. Je suis pas assez inventive pour ça. Je peux te transformer un t-shirt en jupe, en machin, je peux faire tout ça, mais j'en ai pas envie. J'ai envie de voyager confort. Et ma réalité est très différente de celle d'une autre personne. Et je peux le dire, on peut dire tous les deux, on aime bien avoir de l'argent, on aime bien travailler. Mais quand tu vas faire les calculs, mon j'aime bien avoir de l'argent ne va pas s'aligner avec le tien parce qu'on n'a pas les mêmes envies de voyage, on n'a pas les mêmes envies de vie, quoi. Tu vois ? Et c'est des trucs, il y a des gens, manger dehors, ça les intéresse pas. Moi, j'aime bien aller au resto de temps en temps. Franchement. Tu vois, j'aime bien aller m'installer, demander qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, découvrir de nouveaux endroits. On en parlait avec Ndaya parce que j'ai passé une journée avec une de mes amies d'enfance et on est parti au spa, etc. Et donc c'était dans un bel endroit, il y avait un bon restaurant et donc moi je me suis dit ça va être cool, on va passer la journée au spa et on va aller manger là. Elle m'a dit non, je vais pas aller manger là, moi. Les trucs gastro ça m'intéresse pas. Ça m'a brisé le cœur. Allez, j'ai dit, s'il te plaît, ma chérie, j'ai pas dit s'il te plaît. Non, mais allez, franchement, après, il y a d'autres trucs et tout. Et elle dit, ouais, mais en fait, le problème, c'est que je suis tellement... elle mange un peu de tout, mais elle mange que les choses qu'elle aime bien. Et elle dit, j'aime pas trop découvrir des nouvelles choses, etc. Et elle dit, ça ferait vraiment dommage. Et après 2-3 échanges, je me dis, mais je vais pas la forcer à y aller, parce que l'idée, c'est de partager cette expérience avec quelqu'un qui a envie de partager cette expérience et qui va apprécier le moment comme toi tu l'apprécies. Mais c'est ok aussi de pas avoir envie de ça. Et je lui dis, écoute, c'est pas grave, on va aller trouver un autre truc où tu te dis, oui, mais je m'en veux parce que... Non, mais non, tu n'as pas à t'en vouloir parce que c'est ton droit le plus ultime de dire que non, moi j'aime pas ça et j'ai pas envie de ça. Et c'est tout à fait ok. Donc, même dans les gens qui t'entourent, qui sont très proches de toi, vous pouvez avoir des envies différentes et c'est ok. Et c'est pour ça que je disais que de parler avec son entourage, ses proches, c'est important parce que du coup, ça va te donner une perspective sur certaines choses, mais en même temps, où ça va te permettre de revoir certaines de tes positions, mais en même temps, ça risque d'en affirmer certaines aussi. Parce que moi, ayant grandi comme j'ai grandi avec des gens qui viennent d'un peu partout, il y a des choses que je fais qu'avec certaines personnes, et quand je parle aux autres, ils disent « Ouais, mais pourquoi tu fais ça ?» Mais parce que moi, j'en ai envie. Ça fait partie des choses qui m'anime et j'ai pris le temps de le découvrir parce que tu te poses des questions, tu vois. Tu te dis, non, moi, pourquoi je fais pas ci, pourquoi je fais pas ça. J'ai grandi dans une maison où j'ai que des frères, donc on regardait le foot tout le temps. Et donc, à un moment donné, tu t'es dit, mais peut-être que le foot, c'est un truc que je fais par habitude et que j'apprécie pas plus que ça. Donc, pendant un moment, j'ai arrêté de regarder. Et en fait, j'aime bien regarder le foot. Et il y a des gens qui peuvent te dire, oh, ça fait beau, mignon. Non, j'aime bien regarder le foot. De temps en temps, tu vois, de regarder un match, supporter les équipes, le machin. J'ai mes équipes préférées, j'ai mes machins. Ça fait partie du truc. Je ne suis pas une experte et je ne me positionnerai pas en tant qu'experte, mais dans ma vie, je me suis rendu compte que, non, en fait, ça, c'est un truc que j'aime bien. Et quand tu grandis dans un certain environnement, parce que je pense qu'être fille unique ou garçon unique dans une famille ou en étant l'enfant aîné, il y a des enjeux qui sont à peu près similaires parce qu'on attend de toi des choses qu'on n'attend pas des autres. Et même si c'est pas forcément conscient, en grandissant, tu réalises que, ah oui, mais moi, en fait, on a toujours dit que je devais faire ça, qu'on attendait ça de ma personne.
Mais c'est parce que soit je suis l'aînée, soit je suis la personne unique de cette famille. Et donc, du coup, tu te remets aussi beaucoup en question. Tu te dis, pourquoi moi, on attendait ça de moi et pas des autres, etc. Et pas des autres, ouais. C'est très je pense que comparaison... Ouais, je pense que comparaison n'est pas raison. Il faut faire la paix avec ça. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est très facile à dire et qui est beaucoup plus compliqué à faire. Ouais. Mais de se dire qu'il n'y a pas de hasard. Moi, toutes les choses qui ont fait que je me suis dit, mais pourquoi moi, sont des choses qui font que je suis excellente à mon boulot. Parce que j'ai l'habitude de gérer 1 milliard de trucs. Et donc, transformer ça en quelque chose qui est bénéfique pour toi, c'est pas mauvais. Et il y a des choses que j'ai décidé d'arrêter de faire parce que je me dis, en fait, non. Et bon, les gens ont jasé. Et c'est pour ça que je dis, le quand dira-t-on a une part importante dans tout ça. Parce que t'as des gens qui vont te dire, ah, gna, 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 gna. J'ai décidé de mettre des chaînes de cheville. Vous pensez vraiment que dans ma famille congolaise, arriver avec ma petite chaînette de cheville, tout le monde était content? Nous, les gens n'étaient pas contents. Les gens étaient, ouais, de toute façon. Et comme je l'ai raconté plusieurs fois, j'ai une tante qui m'en a piqué une. Je l'ai plus jamais revue, cette chaînette. Et c'est ma tante qui porte cette chaîne de fille. À chaque fois, je la vois, elle me dit, tu vois, je l'ai encore. J'ai dit, bah oui, je sais bien que tu l'as encore, parce qu'elle est pas sur ma cheville. Je l'ai encore, espèce de volaise. Mais ça fait 10 ans. Mais pourtant, c'est une génération qui me disait qu'il fallait pas faire ça. J'ai commencé à me tatouer. Oh, mais toi, tu es tatouée. Nanana. C'est scandaleux. J'ai entendu beaucoup de choses. Mais en fait, quand je regarde ma grand-mère maintenant, je vois qu'elle a des marques sur son visage. Je dis, mais c'est quoi ça? Non, mais avant, on faisait des trucs, j'ai dit, bien. Donc une scarification un peu comme un tatouage. Juste un peu. C'est un ornement corporel, donc qu'est-ce qu'on dit, madame? Voilà. Pareil, c'est exactement la même chose. Je porte des bin-bin. On m'a dit, oh, c'est chaud, des filles légères. Donc, entre mes bin-bin et mes chaînes de cheville, je vous passe ce que j'ai entendu. Hein, parce que là... Non, mais franchement... Et quand ma fille grandit un peu et qu'elle faisait un peu attention à certaines choses, je lui ai fait des bin-bin. Oui, mais tu lui fais ça, mais gna. Et en fait, en parlant avec ma mère, elle me dit, mais nous, au village, on avait ça, en fait. On n'avait pas ça avec des perles, on avait... si je le dis bien, c'est singa yoloketo. Donc, c'est un bout de tissu qui mettait autour de la taille des enfants. Et que tous les enfants portaient ça. C'était de la protection, c'était des machins et des machins. J'ai dit, donc là, vous êtes en train de me casser des oreilles pour rien. C'est ça. Non, mais vraiment. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et tout ça parce qu'on a des attentes. On avait des attentes sur moi en étant la seule fille de ma famille. Et je ne suis pas l'aînée. Je n'ose même pas imaginer si j'avais été l'aînée de ma famille. Mais en parlant avec mon frère aîné, je sais aussi qu'il avait des attentes de ce niveau. Et je pense qu'il y a pendant très très longtemps, on ne s'est pas entendu parce que j'avais l'impression d'avoir une mini-version de mes parents. Mais je pense que lui devait se prendre une pression énorme. Et en même temps, il veut être proche de nous, les plus jeunes. Mais en même temps, il se positionne dans le truc. Je trouve ça toujours un peu particulier dans les familles africaines d'avoir ce mini-parent qui n'est pas vraiment un parent. Ouais. Mais qui se et comment on reste ami avec lui? C'est ça. Genre, comment on peut rester proche? Comment on peut avoir la même relation qu'avec les autres quand je sais qu'à tout moment, tu peux aller poucave? Ou à tout moment, tu vas revenir dans ton rôle de parent, tu vas dire, dis pas ça devant moi, tu vois, genre, donc non. En fait, je trouve ça tellement mauvais parce que les parents, ils se rendent pas compte de comment ça détruit des relations aussi. Parce qu'il y en a qui arrivent à passer outre en grandissant et ils arrivent à se réconcilier. Bien sûr. Mais il y en a, ils se parlent plus jamais, en fait. Ouais, et écoute, moi, mon conseil pour conclure cet épisode, il se marie avec votre pote. Ça règle tous les problèmes. On peut pas faire ça à chaque fois. Jamais de la perspective, tout ça. On peut vraiment pas faire ça à chaque fois, Dédé. Parce que, franchement, moi, je me souviens quand il a commencé à être avec Ndaya, il m'en a parlé et tout. Je lui ai dit, bon, tu fais ce que tu veux. De toute façon, notre relation, elle va s'adapter, etc. Donc, on a vécu ce qu'on a vécu. Jusqu'au point où ils vont se marier et il me demande d'être son témoin. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais t'as pas de pote? Je sais pas, parce que... T'es trop méchante. Tu as dit pour toi des potes, ouais. Toutes les personnes... Enfin, franchement, j'ai dit de toutes les personnes qui peuvent être ton témoin ce jour-là, je sais pas, je choisis tes potes, quoi. Il me dit non, je veux que ce soit toi. Et c'était un peu un calumet de la paix. Et ça a eu un côté un peu bénéfique, etc. Mais aujourd'hui, je peux le voir pour ce que c'était. Mais quand tu grandis, mais le nombre de choses... Parce que là, elle a 22 ans, c'est l'aînée de sa famille. On suppose que c'est une bonne personne et qu'elle est gentille avec ses petits frères et sœurs. Mais là où elle est gentille, qu'elle peut border, peut-être qu'eux ne le voient pas comme ça.
C'est vrai. Et c'est ça aussi qui est très difficile parce qu'elle, elle se construit, et eux se construisent aussi, etc. Donc, le temps fait toujours bien les choses. Vraiment, prends le temps de te poser les questions, de te demander qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer. Et c'est aussi OK d'essayer des choses et de ne pas aimer. Tu dis, tout le monde aime le matcha. Moi, j'aime pas le jus d'herbe. Voilà. Vraiment, j'ai goûté le matcha, c'est dégueulasse. Mais tu l'as goûté. Voilà. Peut-être que tu es quelqu'un qui aime la viande ultra saignante. Et on va te traiter de vampire. Mais c'est toi. Tu as le droit. C'est toi, vraiment. Et surtout, nous, on garde toujours on a cette règle ensemble. Si c'était nul, ça compte pas. Voilà, ça n'a pas existé. Exactement. Tu peux l'effacer de ta mémoire, tu peux ne jamais en parler aux gens, tu peux juste décider que ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais existé. Et si pendant 5 ans, tu as envie d'être astrophysicienne, tu fais tout pour être astrophysicienne et qu'au bout de 5 ans, tu dis « en fait, j'ai envie d'être violoniste. Go for it. » Vraiment, il y a des passions qui sont éphémères dans ta vie. Il y a des choses qui sont éphémères, tu peux te réinventer autant de fois que tu veux. Il n'y a pas de limite. Tant ça vient de toi et de quelque chose qui te dit, qui anime ton esprit. Écoute ta voix intérieure. Laisse-la te guider. Vraiment, c'est un épisode très kumbaya, tout ça. Bah oui. Fais-toi vivre, tout. Mais en vrai, moi, ce que je dis à tout le monde, c'est qu'à la fin des fins, quand ton heure arrive et que tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu as fait tout ce que tu avais envie de faire et est-ce que tu es aligné avec tous tes choix? Ouais, et la voix des gens, là, tu l'entendras pas à ce moment-là. À la fin des fins, là, c'est pas la voix des « Oh, t'aurais dû faire ci, tu dois faire ci ». C'est pas ça que tu vas entendre, c'est la tienne. C'est tout. Quand on va venir te chercher, là, on va venir te chercher toute seule. Hein. On va pas commencer à prendre Pierre, Paul, Jacques avec toi. Non, c'est toi qu'on va venir chercher. Donc, c'est mieux si toi, t'es à l'aise. Oh, yes. Ndaya, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Ma fille Solange, oh là là, qu'est-ce qu'elle est drôle cette fille. J'ai pas d'anecdote en particulier, mais c'est juste. She's en fait, the best. J'aime trop ce trait de sa personnalité qui est très what you see is what you get. Elle est vraiment venez comme vous êtes. En fait, j'aime trop que genre si ça va pas, tu le sais. Si ça va, tu le sais. Il n'y a jamais de truc où tu dois venir et dire « Mais t'as l'air un peu truc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as besoin de parler ?» Genre, c'est tellement transparent. En fait, tout à l'heure, avant qu'on enregistre, je disais à Néné « Shout out to God », vraiment, parce que c'est tellement simple avec elle. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Mais c'est juste tellement simple. Elle est tellement joyeuse. Elle a tout le temps l'air d'être dans la joie de vie simple. Et là, tout à l'heure, je lui disais, quand j'aurai fini d'enregistrer le podcast, on va aller se promener, etc. On va faire ça, ça, ça. Donc, je lui étale un programme et je pensais qu'elle allait dire « Wow, trop cool !» Et elle me regarde, elle dit « Ok, à tout à l'heure, maman !» Et puis, c'est tout, quoi. Je dis « Ok !» C'était assez. Et c'est trop simple. C'était largement assez. C'est trop simple. Non, mais vraiment, genre, dans les enfants que j'ai eus, la première, ça a été une explosion. Ça a été vraiment une explosion. Après, on m'a donné Solange et genre tout était tellement simple. Et puis après, on m'a donné DJ et explosion numéro 2. Donc vraiment, c'est Solange qui me... On les aime. Ouais, je les aime tous, mais Solange, elle me rend vraiment heureuse sur cet aspect où je me dis, waouh, c'est tellement plus simple. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui me rend heureuse en ce moment? Rien. Pas parce que je suis triste. Pas parce que je suis agacée, mais il n'y a rien en particulier qui... tu vois, il n'y a rien en particulier. Okay. C'est... tu vois, la vie a ses petites turbulences, donc tu vis avec les petites turbulences, mais bon, ça va, c'est pas trop agité. Si je dois vraiment dire un truc en particulier, c'est que je trouve que je m'entends depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, particulièrement bien avec maman Néné. Ah, c'est cool ça. Ouais. Je trouve qu'on s'entend plutôt bien et même quand on n'est pas d'accord, ça va. Enfin, franchement, vraiment, on n'est pas d'accord, adultes, on se dit les choses, on est en désaccord, vraiment on se parle, voilà, respectueusement. Oh là là. Voilà, tout va bien. Je pense que je suis de nouveau son enfant préféré. Et c'est pas négligeable. Ah ouais, c'est pas négligeable quand vous êtes 5 dans la compète. je pense que c'est pas négligeable. Mais
Ouais, et tu vois, c'est vraiment un truc que je faisais pas forcément tout le temps, mais petit tracas de la vie, je vais appeler ma mère. Bah oui. Parce que dans la vie, là, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, je sais que je suis chanceuse. Elle peut toujours t'aider, je te jure. Ouais, et je pense que je suis très, très, très chanceuse d'avoir une bonne relation avec elle et qu'elle ne me juge pas sur mes décisions. Elle peut avoir des avis qui sont très différents des miens. Je lui dis, non, c'est moi qui ai raison. Elle me dit, madame, calmez-vous. J'ai un peu de bouteille. Mais ouais, franchement, il n'y a rien de particulier qui me rend heureuse. Je pense que les petites turbulences de la vie ne sont pas assez fortes pour gâcher mon humeur et je pense que c'est très bien comme ça. Amen. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Dites-nous si vous avez des conseils pour cette jeune fille qu'on pourrait éventuellement lui partager. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit? Est-ce que vous pensez qu'on est trop à l'extrême? Est-ce que vous pensez que nous sommes devenus trop kumbaya? Est-ce qu'on vous fait peur dans nos décisions, dans nos choix, dans notre discours? N'hésitez pas à partager avec nous sur tous les réseaux que vous connaissez pour nous retrouver. Et en attendant, prenez soin de vous. Pour les autres, on se retrouve dans la partie bonus, ceux qui ont payé l'abonnement. Hein, c'est fini les bonus gratuits, je le répète. On se retrouve dans la partie abonnement pour parler d'un sujet qui est un peu aux petits oignons. Non mais vraiment. Toujours dans le thème de nous sommes dans des familles africaines, il y a des réalités qu'on ne connaît que en étant dans des familles africaines. Néné, tu trouves des trucs parce que vraiment, t'as trouvé une perle. Dans des familles qui ont... je sais pas si c'est africaine ou des gens qui ont de la famille à l'étranger. Ouais. Dans certaines communautés, il y a des choses qui sont un peu plus... Ouais, je suis sûre que côté Asie, je les vois bien comme ça, ouais. Les Indiens, je les vois bien faire un truc comme ça. Donc, on se donne rendez-vous tout de suite pour la suite. Et pour les autres, on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer.